Salut la gang Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview du TKO 48 Souza contre Gane. Ça a lieu ce vendredi 24 mai en direct de Gatineau, Québec. Et puis c'est une énorme carte, une carte très attendue de TKO aussi. On en parle depuis avant même le TKO 47 littéralement. Et puis c'est ça, c'est la fameuse carte de Gatineau avec tous les combattants de Gatineau sauf 2. La majorité des combattants d'Ottawa, 15 combats sur la carte, 3 combats de championnat et des énormes combats de championnat. Et puis, d'autres combats qui ne sont pas des combats de championnat, qui sont sur la carte principale et même sur la carte préliminaire, mais qui sont absolument incroyables. Des combats qu'on attend depuis plusieurs années, notamment Jesse Arnett contre Josh Hill. C'est probablement le combat que j'ai le plus hâte de voir sur cette carte-là, je vous le cacherai pas. Et puis... je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour chacun des 15 combats de la carte. Même pour les débutants, ceux qu'on n'a jamais vus en action professionnelle encore, j'ai un petit quelque chose pour chacun des combats. Et on va commencer à l'instant avec le combat principal de la soirée. Un combat de championnat chez les poids lourds. Ciryl Gane est de retour en action dans la cage et il affronte le Brésilien Roger Souza dans un duel de striker. Deux très gros gars avec de long reach qui ont des KO sur leur fiche. Roger Souza a 8 victoires et 1 défaite, 7 victoires par KO. Son autre victoire a été une soumission. Sa seule défaite a été la seule fois qu'il s'est rendu à la distance. C'était dans son dernier combat chez ACA, la promotion russe. Et puis ça a été un duel contre un lutteur. Ça a été assez difficile pour lui dans ce combat-là. Roger Souza, cependant, je dois vous dire, tout de prime et d'abord, en commençant, je ne crois pas que c'est autant un bon match-up que Rafael Pessoa, ni même Kanadaichka pour Ciryl Gane, dans le sens de la compétition. Je pense pas que c'est compétitif comme combat. Je vais vous dire ça direct de même comme ça. À avoir vu du tape sur Roger Souza, je ne crois pas que ce combat-là va être compétitif. Parce que la façon dont Roger Souza a perdu son dernier combat, ce qui était sa première défaite professionnelle, et un de ses premiers combats contre un adversaire de bon talent aussi. On s'entend qu'au Brésil, souvent, il y a beaucoup de journeymen, il y a beaucoup aussi de gens qui font juste se pointer pour se faire péter à gueule une ou deux fois, puis ne se rebattent plus jamais. Donc, des fois, les fiches des Brésiliens sont peut-être un peu... tu sais, comment dire, on pense à Luis Rafael Laurentino là, qui a failli se battre à TKO, notamment. Il fiche absolument incroyable. Je pense qu'il est rendu 33 et 1, mais il y a peut-être 6 bons adversaires dans ces 32 combats, 33 combats professionnels-là. Donc, un peu le même cas pour Roger Souza, surtout à poids lourd, où la banque de talent n'est peut-être pas à son apogée, tu sais, où on n'a peut-être pas la plus de profondeur, surtout dans les organisations régionales. Son meilleur adversaire en carrière, ça a de loin été son dernier adversaire, le Kazbek Saidaliev, qui est un très bon lutteur, qui est un très bon poids lourd russe, même que ça pourrait peut-être être un 205 livres, mais quelqu'un qui a une très belle notion du MMA, de la stratégie du combat en général. Puis il a réussi à vraiment écrire, je vous dirais, un blueprint pour battre Roger Souza. Parce que Roger Souza, c'est un combattant Muay Thai qui est très, très flat-footed. Se bat des deux stances, génère du power des deux stances, mais ce qu'il veut principalement faire, c'est planter ses pieds, puis lancer des grosses strikes, puis il lance en combinaison, il a pas peur. L'affaire, c'est que c'est pas tight du tout. C'est wild. Le Roger Souza, c'est un wild man qui veut stalker puis lancer de folles combinaisons. Puis oui, il génère du gros power dans ses combinaisons. Oui, il peut faire mal à, je vous dirais, la grande majorité des heavyweights, mais même Ada Daichka, qui a peut-être pas la plus grande variété de punch à son arsenal, est plus tight, selon moi, dans sa boxe qu'un gars comme Roger Souza, qu'on a littéralement vu lancer des Vanderlei Silva ou de même partant là, de la taille dans son dernier combat. Puis c'est en avançant puis en faisant ça qu'il se faisait counter très solidement par Saidaliev, qui a assez facilement compris la game ici. Il a laissé le gros stalker flat-footed avancer vers lui. Puis quand le gars il s'est mis à lancer des combinaisons complètement wild avec aucune notion de défensive là-dedans. À part peut-être bouger la tête du côté du hook que tu vas, mais on s'entend, je n'appelle pas ça vraiment une défensive intelligente. Ben c'est là que Saidaliev va counter avec des gros overhands, avec des straight punch. Et puis qui a justement utilisé la pression d'un Roger Souza pour juste descendre, le clincher, lui mettre le dos contre la cage et travailler ses takedowns de là. Souza a été très facile à takedown, mais une fois sur son dos, ne savait pas particulièrement quoi faire pour se relever, n'essayait pas vraiment, n'avait pas une garde active de soumission, n'avait pas une garde active pour essayer de créer de la distance pour se relever non plus. Donc, se retrouvait complètement perdu sur son dos quand se retrouvait sur son dos, puis
Je pense que le fait que ça fait 3 minutes que je vous parle de ces caractéristiques-là de Roger Souza, vous pouvez vous-même voir que c'est absolument un match-up horrible pour se retrouver devant Cyril Gane, qui, on s'entend, on l'a vu contre Adam Dajka, on l'a vu même brièvement contre Bobby Sullivan, bien que ça n'a pas vraiment duré ce combat-là. C'est quelqu'un qui est très, très, très habile, autant d'avançant que de reculons. On l'a vu se battre sur le reculon contre Adam Dajka, puis lander des choses absolument incroyables. Il se bat sur le reculon, puis de la manière qu'il utilise son mouvement en reculant, ça fait qu'il est très offensif. C'est pas un combattant qui recule de façon défensive et en counter only à la Desmond Green. C'est un combattant qui avance et recule constamment, qui change ses angles d'attaque, puis la façon qu'il se déplace, c'est toujours offensif, va toujours chercher des angles d'attaque, lance tout ce que vous allez trouver dans le livre, des points, des straight, des hooks, lance des coups de pied, lance des coups de coude, lance absolument tout qu'est-ce qui est possible de lancer. Et puis, ben, je sais pas ce qui va arriver avec Roger Souza dans ce combat-là, pour être bien franc avec vous, parce que oui, Cyril Gane va probablement le piece-up assez sévèrement debout, mais Cyril Gane pourrait même décider d'y aller pour un takedown dans ce combat-là, pourrait même décider d'établir son top control, d'y aller avec du ground and pound comme il a fait contre Bobby Sullivan, parce que Roger Souza n'est juste pas bon sur son dos, n'a pas vraiment d'idée comment se relever encore. Et puis, tu sais, l'information qu'on a, qui nous a apporté ça, dans le fond, c'est dans son dernier combat, ça fait pas très longtemps de ça. Je pense pas que Souza a, depuis ce dernier combat-là, eu le temps de devenir un tout nouveau combattant, quelqu'un qui va avoir une game complètement différente, qui va être rendu un bon grappler, dynamique et tout. Donc, ça va mal aller debout contre Cyril. Ça va mal aller au sol si Cyril décide d'amener ça au sol. Je pense pas vraiment que Roger Souza décide d'amener ça au sol. Puis même s'il essaye, il va être à un désavantage d'athlétisme absolument incroyable ici. Le Cyril va être plus gros que lui, bien que Souza est gigantesque. Va avoir, je pense, un petit pouce de plus que lui. Mais Cyril est énorme. Le Cyril est athlétique. Cyril est une boule de muscles explosive, athlétique, rapide ici. Le gars bouge comme un 170 livres, bouge comme un 155 livres dans la cage, mais c'est un poids lourd. Et puis ça va être une très très difficile soirée. Moi je pense que Cyril Gane peut littéralement closer ça dès le premier round dans ce combat-là. Je vais y aller avec un TKO ici, parce que c'est primairement ça qu'il fait, mais comme je vous dis, soyez pas surpris si Cyril Gane il va d'un takedown puis le soumet ou le ground and pound au sol. Mais j'ai Cyril Gane par TKO au premier round dans ce combat-là. Co-main event maintenant, un autre combat de championnat et un autre combat absolument épique. C'est chez les 135 livres, Nate Maness, qui est le nouveau champion après avoir battu Jesse Arnett, va tenter de défendre ce titre-là contre Taylor Lapillus, le combattant français, frère de Damien qu'on a déjà vu chez TKO. On a déjà vu Taylor aussi chez TKO et ce combat-là est absolument fascinant parce que c'est, selon moi, un style match-up très, très, très semblable pour chacun des combattants comparé à leur dernier match-up. Nathan Maness est principalement un counter-striker, quelqu'un qui veut se battre en contre et qui souvent ainsi se retrouve sur le back-foot, se retrouve à être la personne qui va reculer. Quand il décide de lead, même s'il recule, des fois il décide de lead, c'est toujours avec un jab et souvent il va lancer des counters en combinaison. C'est là qu'il est vraiment efficace quand il lance ses counters en combinaison. C'est aussi un switch stance fighter, un combattant qui principalement est droitier mais qui se bat de façon très 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 confortable de la gauche. C'est d'ailleurs avec une main gauche qui a surpris Jesse Arnett avant de le finir dans ce combat-là pour le titre. C'est aussi principalement un très très bon combattant défensif, quelqu'un qui a une bonne management de la distance, qui a un bon reach, 72 pouces, c'est un combattant de 5 pieds 10, donc qui est très grand chez les 135 livres, et il a une bonne reach, oui, mais une très bonne manière de gérer son reach, se retrouve exactement presque tout le temps dans le reach optimal pour lander ses coups de poing sans que son adversaire soit littéralement capable de lander les siens. Ça va être un problème dans ce combat-là pour Nathan Maness, parce qu'il va affronter quelqu'un qui est vraiment plus petit que lui, mais qui a un reach absolument incroyable. Taylor Lapillus, combattant de 5 pieds 6 pouces, qui a une reach de 75 pouces. C'est une des plus longues reach que vous allez voir chez les bantamweight. Et puis, ça fait que Nathan Maness va avoir à nous montrer quelque chose de plus dans ce combat-là, quelque chose qu'on a vu de différent
que contre Arnett que contre Machado, parce qu'il a un peu sorti la même game contre Arnett que contre Machado. Combattant très patient, qui ne lance pas littéralement beaucoup, qui travaille avec son jab, pareil, travaille en arrière de son jab, à distance, ça s'arrange de, oui, travailler de reculons, mais t'as toujours resté à la bonne place pour pouvoir être capable de lancer ses counters si des attaques viennent vers lui. C'est un counter-striker très efficace qui est très conscient défensivement, mais ça va être dur contre Taylor Lapillus dans ce combat-là, parce que Lapillus a exactement le style à Jesse Arnett, bizarrement. C'est un pressure fighter qui est southpaw, qui est gaucher, qui va vouloir travailler un peu plus en volume, comme Jesse Arnett, quelqu'un qui va vouloir mettre la pression. Cependant, une différence entre Arnett et Lapillus, c'est qu'Arnett est plus flat-footed. Arnett, oui, avance, et plus du type stalker, du type Roger Souza. Je vous dirais bien que lance ses affaires vraiment plus crisp que Roger Souza, mais Taylor Lapillus est vraiment plus un combattant mobile, qui bounce in and out, qui est toujours très qui saute sur ses pieds, puis rentre et sort constamment du range optimal, mais ça fait que lui aussi a un excellent range management, parce que se tient toujours in and out de cette distance-là, puis c'est un peu lui qui, avec ce rythme-là qu'il impose au combat, est le gars qui dicte quand il rentre dans le range, lance des combinaisons, sort du range. C'est un peu grâce à ça qu'il réussit à dicter le combat, qu'il réussit à mettre ses adversaires sur le back foot, puis ça sera pas un problème avec Maness, parce que Maness va probablement vouloir faire ça et puis lancer des gros counters avec sa main droite, lancer des gros counters avec sa main gauche aussi. Il a eu beaucoup de succès gaucher contre gaucher à son dernier combat face à Jesse Arnett, fait que je serais pas vraiment surpris qu'il soit capable de répliquer ça. Je pense que la lutte va être un point très 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 important dans ce combat-là, parce que Taylor Lapillus, c'est possible de le takedown. Justement, le fait qu'il est in and out, si tu réussis à un peu avoir son timing là-dessus, et puis à lire le fait qu'il rentre avec une attaque. On a vu Josh Hill lander de très beaux reactive takedowns. On a vu des gens dans l'UFC aussi, quand ils se battaient là, lander des takedowns sur lui. Puis c'est comme ça qu'il y a eu le plus d'adversité, je vous dirais, le plus de difficultés dans ces combats. Cependant, contre un très bon grappler en Josh Hill, on l'a vu excessivement difficile à contrôler, excessivement difficile à garder au sol dans son dernier combat, même si oui, il y a un gros reactive takedown qui se lande. Oui, Josh a réussi à le pousser dans la cage un peu, puis à réussir à l'amener au sol. Taylor Lapillus, immédiatement un gros frame sur le derrière de la tête, et puis va tenter de se relever, puis il y a quelqu'un qui se relève très bien, qui est immensément difficile à contrôler au sol, qui vient d'aller chercher sa ceinture brune aussi en jiu-jitsu brésilien, donc quelqu'un qui va avoir un plus haut grade de jiu-jitsu qu'un Nathan Maness, qui est cependant un lutteur, qui est cependant quelqu'un qui a lutté dans sa jeunesse, qui est capable d'aller avec cette approche dans un combat. Puis je pense que si Nathan Maness réussit à sortir cette approche-là, puis à mixer ça avec son striking, à rendre Taylor Lapillus hésitant, à peut-être réussir à le rendre hésitant au point où il va moins lancer, parce que Lapillus est un gars qui lance un meilleur volume. Des fois, il va juste un coup à la fois, mais est excessivement efficace quand il travaille en combinaison. On a vu ça au deuxième round aussi contre Josh Hill, là, notamment quand il s'est mis en marche, parce qu'on se le cachera pas, Lapillus aime prendre ses reads dans le premier round, oui, tu sais, mais va de l'avant, se bat dans son style, n'est pas un combattant différent entre les rounds, mais est quelqu'un qui va plus travailler à lancer un coup puis retraiter un peu, regarder ce qui se passe, continuer à être mobile sur ses pieds, puis rentrer dans la distance, puis lander juste un coup. Juste un body kick. Il y a des très bons body kicks d'ailleurs, Taylor Lapillus. Mais tout ça pour dire que c'est un peu vers le début du deuxième round, ou même fin du premier round, que là on le voit vraiment plus travailler en combinaison, vraiment plus devenir à l'aise dans le combat, se mettre dans son rythme. Puis c'est là qu'il devient un combattant absolument redoutable. Et puis je pense que pour moi, le bottom line dans ce combat-là, comme je l'ai dit, ça allait probablement être la lutte, mais j'ai vu Nathan Maness avoir des match-ups contre un counter-striker comme Josh Hill, qui l'emmène au sol, puis c'est le fait que Josh Hill l'emmène au sol qui a rendu ce combat-là relativement serré. Mais j'ai vu Taylor Lapillus être capable de dealer avec ce match-up-là. Autant que j'ai vu, je vous dirais, Nate Maness être capable de dealer avec le match-up, d'avoir un gaucher qui avance vers lui, et puis qui est un stalker, qui veut lander un bon volume de punch, parce que c'est pas le plus gros power puncher. Encore une fois, dans ce combat-là, si on a donné un avantage aux côtés du power dans les punches, probablement
je vous dirais pas de la force physique ni de l'athlétisme, particulièrement parce que je vous dirais que les deux sont très athlétiques et forts physiquement, probablement Nate Maness et Lapillus, mais dans le côté du power punching, là, dans le côté lequel des deux va avoir les punches qui rentrent le plus solide puis ont le plus de chances de surprendre leur adversaire, c'est Maness qui doit avoir l'avantage dans ce combat-là à cet effet-là, puis c'est le même scénario qui est arrivé contre Josh Hill dans le fond. Donc, on dirait que j'ai vu Taylor Lapillus avoir du succès malgré le fait que quelqu'un était capable de lutter un peu. Puis je pense que si Nate Maness ne lutte pas dans ce combat-là, ben il ne gagnera pas ce combat-là parce que Taylor Lapillus est très solide, on l'a vu. Être capable de garder ce pace-là longtemps et puis c'est quand son adversaire est capable de l'amener au sol, est capable de grappler avec lui, qu'habituellement, c'est là que Lapillus se met à avoir de l'adversité, à éprouver un peu plus de difficultés. Et puis, je l'ai vu être capable de dealer avec ça. Je vais y aller avec Taylor Lapillus dans ce combat-là. Je pense que j'ai pas le choix de le favoriser. J'irai probablement... c'est dur à dire parce que c'est un combat de 5 rounds. Puis si on n'a aucune idée ce que les deux vont avoir l'air passer le 3e round. C'est des gars qui se rendent très confortablement à la décision. Là. Ça, par exemple, faut le dire. Sont très très capables de faire les 15 minutes et d'être très frais après. Donc, j'ai pas de petite cloche qui me faisait peut-être qu'un tel va être plus frais qu'un tel. Donc, tu sais, j'aurais tendance à penser que ça va se rendre à la décision, ce combat-là. Mais puisque j'ai vu Taylor Lapillus être capable de dealer avec un match-up d'assez haut niveau à Josh Hill qui est semblable à celui d'un Nate Maness, qui est même peut-être plus wrestling-oriented que celui de Nate Maness, ça me porte à croire que Taylor Lapillus va probablement avoir l'avantage. Si ce combat-là reste debout, de par son volume et de par le fait qu'il est très tough, il est très bon lui aussi défensivement, puis ça fait que il se fait pas toucher clean souvent. Ça se peut que Maness ait des bons moments puis il touche clean dans ce combat-là, mais principalement, je pense que je me dois de favoriser Taylor Lapillus par décision dans ce combat-là. Passons au 13e combat. C'est le dernier combat de championnat dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le premier qu'on va voir dans l'ordre de la carte. Et c'est le championnat inaugural des 125 livres féminins chez TKO. Pour la première fois, on aura une championne féminine. Et cette championne sera Mandy Böhm ou Jade Masson-Wong, alors que les deux combattantes invaincues vont s'affronter dans ce combat-là. Mandy Böhm donnera quand même une bonne opposition à Jade, d'après ce que j'ai pu voir d'elle. C'est une combattante qui est très scrappy, on se le cachera pas. Elle est super down de se battre dans tous les aspects du combat. C'est une combattante que je n'ai pas vraiment vue s'imposer physiquement contre beaucoup de ses adversaires. Cependant, elle est très grande, sera plus grande que Jade, aura probablement un reach advantage sur Jade. On n'a pas la reach officielle de Mandy Böhm, mais on aura quand même une belle différence de grandeur ici, alors que Mandy Böhm est 5 et 7, Jade Masson-Wong 5 et 4, 63 pouces de reach pour Jade, on le sait pas comme j'ai dit pour Mandy, mais avec cette différence de grandeur-là, on doit probablement s'attendre à avoir un reach advantage, surtout que Mandy Böhm est quand même une fille qui fight long, je vous dirais, bien qu'elle est pas vraiment quelqu'un qui manage bien la distance, probablement c'est ça qui fait qu'elle grapple beaucoup dans ses combats. Moi, je m'attendais à de la manière dont je m'étais fait parler d'elle, avoir une combattante debout, quelqu'un de très habile debout qui était capable de garder ses combats debout justement avec ce gros frame-là. Non, pas vraiment autant qu'elle est capable d'être un peu overwhelmée par ses adversaires quand ils avancent vers elle, autant quand c'est elle qui avance vers eux, elle va y aller de façon tellement agressive qu'elle va se punch out of range et se retrouver dans le clinch. C'est pourquoi beaucoup de ses combats sont dans le clinch contre la cage et au sol. C'est quelqu'un que quand elle essaie de la takedown, va essayer une guillotine presque à tous les fois. Si elle l'a réussi, c'est très bien, tant mieux, elle a gagné. Quand elle a réussi pas, cependant, elle se retrouve parfois sur son dos beaucoup dans ce combat-là. Donc moi, de la manière que je vois ça aller, là, je veux pas faire du MMA mat ni rien de tout ça. Mais on a déjà vu Jade contre quelqu'un qui est une très bonne grappler, qui savait se débrouiller debout, qui est très efficace debout, puis qui a réussi à rendre ça autant compétitif debout qu'au sol avec Jade Masson-Wong. Elle s'appelait Corinne Laframboise. Je ne pense pas que Mandy Böhm a le grappling de Corinne Laframboise, et ça, loin de là. Et on a vu Jade très bien se débrouiller dans ce combat-là au sol contre Corinne, et je pense que c'est ce combat-là qui a justement fait que Jade est de plus en plus confortable au sol. Et Jade est une fille très forte aussi pour sa division de poids, pour sa grandeur. Elle est quand même très très forte physiquement. C'est une fille qui a du torque. Moi, j'ai souvent roulé avec Jade Masson-Wong. Puis je vous le dis, pour une fille de ce poids-là, elle a du torque, la petite Jade. Elle est forte physiquement. C'est un petit pitbull. Elle va de l'avant. Puis elle veut de l'action. Elle veut échanger avec ses points. Puis
C'est dans les échanges qu'elle est à son meilleur, Jade. C'est quand elle a son adversaire qui lui lance des coups de poing qu'elle est bonne pour aller frapper ses grosses mains droites, ses gros counters. Elle est bonne sur le lead aussi. C'est une combattante qui veut mettre de l'action dans le combat, qui veut être la personne qui initie l'action dans le combat. Et je pense qu'elle va mettre Mandy Bomb sur la défensive. Je pense que la manière dont Mandy Bomb va essayer de contrer ça, c'est de clincher beaucoup avec elle contre la cage et puis d'essayer de lui passer des guillotines quand Jade va essayer des takedowns, parce que Jade, de mieux en mieux, intègre ses takedowns à son striking. Elle le fait très bien. Puis je suis convaincu qu'on va voir ça dans ce combat-là. Mandy Bomb est peut-être dangereuse quand même au sol. Pareil, même si on a vu Jade contre Corinne, faut quand même pas que Jade dise « Ah oui, j'ai été très bonne contre Corinne, donc ça va être tranquille contre Mandy Bomb », qu'elle la sous-estime dans ce niveau-là, parce que Mandy Bomb est capable de lancer des armbar, des triangles de son dos. D'ailleurs, c'est peut-être chose qu'elle fait plus que vraiment d'essayer de se relever, puis ça fait qu'elle perd des rondes, mais c'est quand même quelqu'un qui va essayer des soumissions, qui est une bonne grappler, que la majorité de ses finishes sont venus par voie de soumission ou par voie de TKO au sol, donc je pense que Jade va avoir l'avantage ici de par la façon dont elle est capable de s'imposer physiquement contre une combattante qui est grande mais qui est incapable de s'imposer physiquement dans aucun des combats, puis qui finit souvent par combattre le combat que son adversaire veut. Dans ce cas ici, ça va probablement être un combat debout où Mandy Bomb va constamment se puncher out of range, va se retrouver dans le clinch avec Jade. Je vois Jade essayer de la faire payer dans le clinch, essayer de lander des strikes dans le clinch comme Marc-André le fait très bien, son conjoint. Ça pourrait être un gros atout pour Jade Masson-Wong dans ce combat-là, pour vraiment aller enlever de l'endurance à Mandy Bomb. Et je vois Jade faire ce petit game plan-là pendant plusieurs rounds et aller chercher un TKO au 4e round pour devenir la première championne féminine de TKO. Donc Jade Masson-Wong, TKO, round 4. Passons maintenant au combat qui est pour moi le combat le plus attendu de la carte, et ça de loin. C'est le match-up pour la suprématie canadienne chez les 135 livres, le numéro 1 et le numéro 2 au Canada depuis les dernières années, depuis, vous direz, les 5 dernières années, et encore plus, vont finalement s'affronter. Jessie Arnett face à Josh Hill. Un combat absolument incroyable, un combat qui soulève les passions, je dirais, à peu près partout dans le Canada. Et puis ça va être un des plus beaux match-ups qu'on va avoir. Et puis si j'ai dit, il y a quelques instants, il y a quelques minutes dans la vidéo, que Lapillus contre Maness était un duel de style très semblable pour les deux à leur combat d'avant, ça fait que nécessairement Arnett contre Hill est un duel de style très semblable pour les deux combattants par rapport à leur duel d'avant, parce que on a encore une fois un gaucher qui met la pression à Jessie Arnett, qui va affronter un gros counter-striker, qui va être droitier, qui switch stance. C'est moins le cas pour Josh Hill que pour Nathan Maness, qui est très, très, très confortable dans les deux stances. Et puis, c'est ça, c'est tellement un match-up déchirant, je n'ai aucune idée qui je vais sélectionner pour gagner ce combat-là. Puis je suis en train de vous faire mon analyse. Donc on va faire l'analyse. Et puis je vais choisir. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis convaincu de pick Rafael Dos Anjos contre Kevin Lee. Donc je pense que c'était une assez bonne prédiction à cet effet-là. Donc allons-y. Match-up très similaire, c'est clair, Jessie Arnett va aller de l'avant, Jessie Arnett va essayer de mettre du volume. Et bizarre, Jessie Arnett avec sa boxe. Sa boxe est bonne, je vous dirais beaucoup meilleure qu'on pense qu'elle l'est. Il y a des angles d'attaque qui sont peu conventionnels. C'est quelqu'un qui est en très, très, très bonne condition physique. Donc, qui push un pace. Puis ça va vraiment être ça, la clé du combat pour Jessie Arnett dans ce combat-là. Ça va être de push un pace parce qu'on a vu Lapillus augmenter la cadence contre Josh Hill. Puis c'est là qu'il a réussi à avoir le dessus sur Josh Hill. Parce que oui, Josh Hill est très puissant. Et Josh Hill est un très bon lutteur avec de très bons reactive takedowns. Quelqu'un qui, s'il n'est pas en train de reculer pour lancer un gros overhand ou reculer pour shooter un reactive takedown, va être at range à te kicker dans les jambes. C'est pratiquement les choses qu'ils font. Mais c'est pas un high-paced fighter. C'est pas quelqu'un qui va push une grosse cadence. Si Josh Hill a la manière qu'il veut dans son combat, va reculer, lander ses gros counters, aller chercher une coupe de takedown, amener le clinch dans la cage en shootant son takedown pour ralentir un peu l'action, de le travail très bien ses takedowns. Et puis c'est vraiment
un combattant plus lent, qui va tenter de travailler de façon plus délibérée, je vous dirais, dans un combat, qui ne va pas pousser un pace de maniaque à la Jesse Arnett. Donc c'est ça, la clé du combat. Comme je disais, dans le cas de Maness et Lapillus, selon moi, ça va être la lutte, parce que les deux sont capables de maintenir un bon pace, même si Maness est plus slow paced, je vous dirais que Lapillus est capable d'augmenter la cadence, a été capable de suivre la cadence d'un Jesse Arnett sans problème dans leur combat. Je ne sais pas si Josh Hill va être capable de suivre la cadence d'un Jesse Arnett dans leur combat, mais mon autre gros point d'interrogation dans ce combat-là, c'est est-ce que Jesse Arnett va se mettre directement dans la game de Josh Hill en mettant cette cadence-là trop élevée. Parce qu'on s'entend, ce que Josh Hill fait bien, c'est de forcer son adversaire à venir à lui, puis de freiner ses élans, soit avec un gros punch, avec un gros takedown attempt, avec un gros leg kick, peu importe, tout ce que Josh Hill fait, c'est avec power. C'est pourquoi le gars a un pace plus délibéré, parce qu'à chaque action de Josh Hill est plus taxante en énergie. C'est là ma question dans ce combat-là. Parce que Jesse Arnett va être agressif. Jesse Arnett est ouvert debout. Jesse Arnett se fait assommer assez solidement, presque une fois par combat debout, sinon plus. Et puis contre Nate Maness, peut-être que le stoppage était un peu trop rapide. Puis oui, c'est un combat qui était excessivement serré, que le premier round avait probablement été à Jesse Arnett dans ce combat-là. Puis c'était un combat très serré. Mais le fait qu'Arnett a été trop agressif, le fait qu'Arnett voulait trop pousser un pace, voulait y aller avec du volume, puis être le gars qui travaille constamment le plus, parce qu'il est en excellente forme physique, puis il peut littéralement faire ça pour 25 minutes sans arrêt, comme il a fait durant sa win streak de 12 combats. Ça fait que va être ouvert à manger le gros overhand de Josh Hill, puis quand va manger le gros overhand de Josh Hill, puis va se faire ébranler, est-ce qu'il va se faire finir? C'est ça la question, parce qu'on a l'affaire qui est vraiment un gros facteur dans ce combat-là, selon moi. C'est qu'on a les deux meilleurs combattants, je vous dirais, dans la division. Puis deux combattants qui sont extrêmement skilled et extrêmement difficiles à finir. Mais on en a un qui a presque juste des finishes et puis qui ne gagne pratiquement pas de décision. Écoutez, Jesse Arnett a 15 victoires professionnelles, 2 par décision. Josh Hill a 16 victoires professionnelles, 10 par décision. C'est un decision fighter. Et oui, soit il gagne par décision et perd par décision, mais est-ce que je peux vraiment me fier à ce statut sur Jesse Arnett pour aller gagner une décision dans ce combat-là? Puis bien sincèrement, plus j'y pense, plus je crois que oui. Parce que Jesse Arnett, comme je l'ai dit, a vraiment un pace de fou furieux. Et puis c'est un peu de cette façon-là qu'on a vu Taylor Lapillus avoir tout ce succès-là et réussir à aller enlever une décision contre Josh Hill. Et puis oui, Jesse Arnett est vraiment dépendant sur le finish pour gagner ses combats. Mais quand il perd, il se fait finir aussi. Jesse Arnett n'a jamais perdu une décision de sa vie. Josh Hill, oui. Josh Hill a perdu par décision. Et autant Josh Hill est un gars qui a du power, qui fait tout avec power, sur tous ses combats pro qui sont 19, n'a récolté que 6 finishes dans ses 16 victoires, 3 étant par soumission. Je me fierais pas vraiment sur lui pour soumettre Jesse Arnett. Je pense que si on a donné un avantage au niveau du jiu-jitsu brésilien pur, ça doit aller à Jesse Arnett dans ce combat-là. Et puis, je pense que je vais y aller avec Arnett par décision. Je pense que ça va être ça mon pick final. Je pense que je viens de me convaincre de prendre ça. Parce que oui, on a vu Hill gagner plein de décisions. On a vu Hill perdre des décisions aussi. Puis il ne mettra jamais un pace comme Jesse Arnett met. Et puis oui, il va toujours avoir un risque pendant les 15 minutes que Jesse Arnett va juste se planter tête première dans une méga overhand right, puis qu'il se fasse dropper, puis qu'il se fasse finir. Ça se peut, c'est, je vous dirais, littéralement 50% de chance que ça arrive, mais l'autre 50% de chance, selon moi, c'est que Jesse Arnett mette un pace de fou. Et oui, se fasse frapper fort à quelques reprises. Oui, se fasse peut-être mettre même takedown par Josh Hill, mais ne se fasse pas contrôler au sol, lance un plus gros volume de strike debout, soit plus actif, et puis contrairement, je vous dirais peut-être à Taylor Lapillus qui n'aime pas particulièrement se retrouver dos contre la cage dans le clinch, Jesse Arnett, ça ne dérangera pas de clincher dans la cage. Si Hill veut l'amener là, Arnett va travailler, même s'il a son dos contre la cage, va essayer d'aller chercher des takedowns. C'est un excellent lutteur, Jesse Arnett, c'est pas mal ça, sa base dans les arts martiaux mixtes, je vous dirais, autant que Josh Hill, oui, mais c'est deux très bons lutteurs, puis il y en a un qui va pousser ce gameplay-là, va essayer de toujours travailler pour fatiguer son adversaire, et il y en a un autre qui va reculer et qui va essayer de lander ses counters et qui va probablement être en retard sur les scorecards des juges jusqu'au moment où il va soit finir le combat
ou soit perdre une décision. Fait que j'ai Jesse Arnett par décision dans ce combat-là. C'est mon pick final pour cet énorme combat qui va déterminer qui est toujours le meilleur bantamweight canadien, puisque les deux combattants impliqués dans le combat de championnat sont des combattants étrangers, un Américain et un Français. Et le gagnant de ça va assurément se battre pour la ceinture. Donc si mes prédictions sont bonnes, on devrait avoir Taylor Lapillus face à Jesse Arnett dans le prochain combat de championnat chez les 135 livres. On est prêt à passer au 11e combat de la soirée, un combat primordial chez les 135 livres. Et mon pick flyé de la carte, et écoutez, regardez, je vais vous expliquer littéralement ce qui est arrivé. Quand ce combat-là, je parle de Xavier Alaoui contre Matteo Vogel. Quand ce combat-là a été rendu public, j'étais tout prêt à dire que Vogel allait battre Khurshed Kakhorov et toutes ces affaires-là. Finalement, on apprend que Kakhorov ne sera pas là et que c'est Xavier Alaoui qui remplace Khurshed Kakhorov puis qui fait step up le niveau de compétition là, dans ce combat-là de genre x17, x20. Vous avez même pas idée à quel point ça fait step up le niveau de compétition. Pas que Khurshed n'est pas un excellent prospect, mais Khurshed est justement un prospect, quelqu'un en développement, comme Matteo Vogel, qui a encore tellement de points d'interrogation concernant sa game que c'est difficile de juste le foutre contre Xavier Alaoui, puis de pas dire que Xavier Alaoui va le battre. Puis c'est exactement ça que je m'en venais ici de vous prédire. Là. Je m'en allais vous prédire Xavier Alaoui par décision. Et puis là, j'ai mon petit livre où j'écris mes affaires, puis j'ai encerclé Xavier Alaoui, j'étais allé à une décision, puis là, je me suis mis à réfléchir dans ma tête. Puis là, je suis allé regarder les statistiques du reach, de la grandeur, de ces choses-là. Puis je veux vous en faire part, Donc, on a Xavier Alaoui à 5 pieds 7 pouces et Matteo Vogel à 5 pieds 8 pouces. C'est très semblable, on s'entend, pas rien d'alarmant là. La reach va être à 67 pouces pour Xavier Alaoui, contrairement à 71 pouces pour Matteo Vogel, qui va avoir 80 pouces au niveau des jambes contre 78 au niveau des jambes de Xavier Alaoui. Et puis, Xavier Alaoui a une grosse fiche, 9 victoires, 3 défaites, n'a que perdu par décision dans sa vie, même si c'est littéralement fait genre casser la mâchoire dans un de ses combats et tout. Donc, Xavier Alaoui, super tough, super difficile à finir. Un bon grappler aussi, un excellent grappler, un très bon lutteur, mais aussi quelqu'un qui a du striking, qui est un très bon combattant debout. Contrairement à Matteo Vogel, qu'on a juste jamais vu son striking, puis de ce qu'on a vu contre Stéphane Lavoie, oui, c'était contre un gars plus gros, et oui, c'était dans un match-up vraiment bizarre sur short notice encore une fois, comme c'est souvent arrivé, j'ai l'impression, avec Matteo Vogel. Mais n'empêche que quand Matteo Vogel a mis la main sur Stéphane Lavoie, même s'il était plus gros que lui, il l'a soumis. Quand Matteo Vogel a mis la main sur James Clark, qui était plus petit que lui, qui était absolument partout, tu sais, un genre de scrambly grappler que tu peux pas vraiment mettre la main dessus puis dominer puis contrôler à quelque part. Même James Mancini a littéralement eu toutes les difficultés du monde à contrôler James Clark au sol. Donc, le fait que Matteo Vogel a réussi à faire ça, c'est tout un fait. Et dans son premier combat, je me disais, ben non, James Clark, c'est un petit scrambly grappler qui sera pas capable de garder sa main dessus puis de le contrôler. Puis Matteo Vogel a 0 combat amateur, donc ça va dans son premier vrai combat à vie. J'ai pas le choix de me fier sur James Clark, donc j'ai pick James Clark. Son deuxième combat, je dis ben, short notice, la différence de poids, Stéphane Lavoie est lui-même un excellent grappler, je pense une brown belt lui aussi en jiu-jitsu brésilien, donc je pense pas que le jiu-jitsu de Matteo va tant faire effet contre un gars qui est tant plus gros que lui, puis tu sais, à skills égales, t'as pas le choix de choisir pour le plus gros, donc j'ai pick Stéphane Lavoie. Dans son dernier combat, je pense même que j'ai pick Johnny Baldridge. J'ai-tu fait ça? Ça a l'air ridicule hein, de dire ça, mais je pense que j'ai fait ça, je vais aller vous confirmer ça direct là. Ben sacrément, oui. J'avais pick Johnny Baldridge, puis j'avais pick Johnny Baldridge à cause de son KO contre Fred Duprat, du fait que je pensais que c'était un assez bon lutteur, parce que c'est quand même un bon lutteur, Johnny Baldridge. C'est pas quelqu'un qui a du bon sol, par exemple. Son jiu-jitsu brésilien est horrible, mais c'est quand même un bon lutteur. On l'avait vu dans ses combats avant, défendre des takedowns puis être capable de rester debout, c'est ça qui faisait de lui quelqu'un d'absolument redoutable. Puis mon raisonnement était... On a vu le jeu absolument incroyable de Matteo Vogel, mais on n'a pas encore vu sa lutte contre quelqu'un qui lutte bien. Il a écrasé Johnny Baldridge. Là. Il l'a dominé, puis il l'a tellement dominé qu'il a écrit le blueprint de comment abattre Johnny Baldridge, puis Xavier Alaoui a fait exactement la même chose que lui, ce combat d'après, puis l'a battu de façon tout autant dominante. Et puis c'est pour ça que je dis, ben là, j'ai pas le choix d'y aller avec Xavier Alaoui dans ce combat-là. Il y a le striking, on n'a pas vu encore le striking de Vogel, on l'a pas encore vu. Il va arriver là, puis battre un vétéran de 12 pro fights,
avec son combat debout. Et puis, est-ce que... on le sait qu'il y a de la bonne lutte maintenant, Vogel, mais on le sait que Xavier Alaoui est excellent à ce niveau-là, est un excellent grappler lui aussi. Et puis, regardez, je suis pas capable de truster le fait que ça va finir par décision, ce combat-là. Tout simplement, je ne suis pas capable de penser que ça va se rendre à la limite. Je vous le dis, c'est mon pick flyer. Je vous conseille pas de penser que ce que je m'en vais vous dire va vraiment arriver. Le safe pick est Xavier Alaoui dans ce combat-là. C'est le gars qui va avoir l'avantage debout. C'est lui qui va probablement être capable de contrer beaucoup de takedown attempts de Matteo Vogel. Mais Matteo Vogel a un wild card dans ses mains. Tu sais, la carte que tu veux avoir. Si tu joues un jeu que les jokers sont meilleurs que tout, mais c'est le joker qui a. Si tu joues au poker, le gars il a un pocket ace, là, littéralement. Puis c'est son grappling, c'est son jiu-jitsu brésilien. Je l'ai vu en Guy affronter des gars beaucoup plus gros que lui à brown belt, puis les varger, les dominer, les détruire littéralement. Regardez ce qu'il a fait avec Stéphane Lavoie quand il a eu la chance d'être sur le top de Stéphane Lavoie et d'aller prendre son dos. Et puis la reach dans ce combat-là, c'est ça, je pense, mon facteur qui va décider l'issue de ce combat-là. Je vous explique pourquoi. Xavier Alaoui, pour atteindre Matteo Vogel, va devoir rentrer dans la distance où Matteo Vogel va être en mesure de mettre sa main sur Xavier Alaoui. Et puis, 15 minutes sans aller au sol et se faire soumettre par Matteo Vogel, ça a l'air d'être quelque chose de très 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 difficile à accomplir, plus que personne ou presque passé le premier round avec lui, sauf genre Stéphane Lavoie, mais qui s'est fait violenter au deuxième round après. Donc voici mon pick flyer, Matteo Vogel par soumission au deuxième round. Je pense pas que c'est une bonne idée de faire ce pick là. Je suis conscient que Xavier Alaoui en a vu d'autres, a vraiment beaucoup plus d'outils dans son coffre, mais je pense que Vogel a un wild card, comme Mick Dufort. Mick Dufort peut se faire péter à la gueule debout dans un combat, mais va réussir 9 fois sur 10 à soumettre le gars contre qui il va se battre. Donc j'ai Matteo Vogel par décision, peut-être pas mon pick le plus intelligent, mais c'est le pick que je fais dans ce combat-là. Par décision, par soumission deuxième round. On reste donc chez les 135 livres pour le prochain combat qui oppose Pierre-Olivier Bouffard à Isaac Blais. Et puis je ne cesserai de le répéter, mais je dois lever mon chapeau aux deux combattants là, dans ce combat-là qui affrontent un duel, un adversaire absolument redoutable dès leur deuxième combat professionnel. C'est un des match-ups prospect contre prospect les plus intéressants sur cette carte-là, et ça de loin. Et moi, je veux juste deux choses de ce combat-là. Je veux que ça soit back and forth, que les deux aillent leur moment, puis je veux que ça se rende à la distance, parce que ça serait vraiment le meilleur scénario pour les deux. Et puis, c'est probablement pas ça que les deux combattants pensent. Ils vont probablement écouter ça et dire « Qu'est-ce que tu racontes là, Faber? Si moi je veux le finir, ce gars-là. » Et puis je comprends ça, mais le fait de se rendre à la décision contre Isaac Blais ou de se rendre à la décision contre Pierre-Olivier Bouffard, win or lose, ça va être excessivement bon pour la suite de la carrière de ces deux combattants-là, et du perdant comme du gagnant, parce que entre vous et moi, là, si on est bien sérieux, autant Isaac Blais que Pierre-Olivier Bouffard, peu importe s'ils gagnent ou ils perdent ce combat-là, ne vont pas perdre beaucoup d'autres combats par la suite. Là, je penserais pas qu'on se retrouve dans 2 ans d'ici avec un Isaac Blais ou un Pierre-Olivier Bouffard avec des fiches perdantes. Ça me surprendrait vraiment. C'est vraiment deux des meilleurs prospects qu'on a chez les 135 livres. Deux des combattants qui sont le plus sérieux dans leur entraînement, qui sont carrément dédiés à ça, qui ont des aspirations d'aller plus loin, et puis qui sont des combattants de la nouvelle ère, là, littéralement, des combattants qui se font tout bien. Isaac Blais, et chez les 135 livres, je pense que c'est vraiment la division dont il doit être. Là. Je pense qu'il voulait être chez les 125 livres avant. Moi, je ferais pas ça avec lui. Il est aussi grand que tous les 135 livres, sinon plus. C'est un gars qui est fait sur le long quand même, qui a un très bon reach pour cette division-là, qui est quelqu'un qui a été formé par Pat Note, par Sifu Patrick Marcil à Gatineau, qui est donc un excellent kickboxer, quelqu'un qui a des très belles combinaisons, autant basic que des affaires plus flyées. Puis Isaac, je vous dirais peut-être une petite tendance à aimer les choses un peu plus flyées, à être à distance, puis à lancer des kicks flyés, à lancer des super belles combinaisons, mais des choses qu'on ne voit pas souvent. P.O. Bouffard, lui, est vraiment plus un boxeur, est vraiment plus bread and butter. C'est quelqu'un qui va aimer être pesant sur sa jambe d'en avant et puis s'asseoir sur ses combinaisons. Bien qu'il se déplace bien qu'il y ait un beau in-and-out movement, c'est pas quelqu'un qui est stationnaire devant toi et qui fait juste stalker. C'est quelqu'un qui se déplace très bien, qu'on a vu très à l'aise debout dans son premier combat, malgré le fait que c'est beaucoup fait kicker dans les jambes.
c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, ça, de sa part, parce que s'il se fait kicker trop dans les jambes puis se fait rendre moins mobile par Isaac Blais, ça va être difficile dans ce combat-là. Je pense que P.O. Bouffard va vraiment avoir intérêt à ne pas se retrouver à kickboxer range, parce que c'est vraiment un bon boxeur. C'est quelqu'un qui a des très bonnes mains, des très belles combinaisons, qui est très éduqué, autant offensivement que défensivement en boxe. Mais pour ça, va devoir se retrouver en distance de boxe. Il va pas devoir se retrouver à une distance où il se fait constamment kicker par Isaac Blais, parce que c'est peut-être ce qu'on l'a vu avoir peut-être une petite lacune à ce niveau-là à son premier combat, le fait qu'il s'est fait kicker, puis le fait qu'il a été susceptible un peu au takedown, bien qu'il s'est bien relevé, bien qu'on sait pertinemment que Pierre-Olivier Bouffard travaille beaucoup sur son grappling. C'est un gars qui roule aussi beaucoup en jiu-jitsu brésilien, donc qui, même s'il se retrouve en dessous, est quelqu'un qui a plusieurs clés dans son coffre à outils. Là. Je sors des analogies d'outils depuis tout à l'heure, là, mais c'est avec ça qui me passe à la tête, puis je suis un peu sur le freestyle, c'est entre vous et moi. Donc, tout ça pour dire que P.O. Bouffard va être un gars qui va être confortable au sol, même s'il se retrouve en dessous, même s'il se retrouve dans une position peut-être un peu plus fâcheuse. Mais Isaac Blais, pour être bien franc avec vous, son grappling est une des parties les plus sous-estimées de sa game. Puis, je vous dirais pas une wild card comme Matteo Vogel, mais vraiment, il peut vraiment te surprendre. C'est un back-taker assez sublime, puis quelqu'un qui garde très bien le dos de ses adversaires, même contre des gens qui ont de la difficulté, que vous avez de la difficulté à prendre le dos. Des gars qui sont bons pour défendre justement les back-takes, qui se mettent pas dans les positions pour s'exposer à un back-take facilement. Isaac Blais saute dans le dos des gars de façon très fréquente et de façon assez facile pour lui. C'est aussi un bon grappler, même en dessous. C'est quelqu'un qui a des grandes jambes et des grands bras, donc il est quand même tricky là, avec toutes ces niaiseries-là, des triangles, des armbars, ces choses-là. Lance très bien ça, puis je vous dirais que Isaac Blais est vraiment un grappler très tricky. Puis je voudrais dire que c'est une carte cachée un peu de sa game, mais pas tant, parce que même chez les amateurs, il a gagné la majorité de ses combats par soumission et il a gagné son premier combat pro par soumission. Donc c'est peut-être plus son striking qui est underrated, bien qu'on connaît Isaac Blais comme étant un très bon striker. Mais moi, pour être franc avec vous, je suis vraiment juste excité de voir ce qui va se passer dans ce combat-là. Autant que je dois arriver pour faire une analyse. Je vous dirais que mon analyse finale, c'est probablement Isaac Blais par décision dans ce combat-là. Ça serait ma prédiction. Parce que je pense qu'il va avoir le luxe de choisir un peu le range. P.O. Bouffard va devoir être très agressif puis devoir trouver des façons de déjouer comme le kicking range d'Isaac Blais pour pouvoir rentrer en punching range. Donc je pense que à la base, par rapport à ça, il part un peu désavantagé. Puis oui, s'il y a quelqu'un qui a déjà des outils pour faire ça très tôt dans sa carrière, c'est exactement P.O. Bouffard. Là. Donc je serais pas surpris qu'il soit en mesure de faire ça. Mais je pense qu'Isaac Blais est vraiment très naturel au sol. Et puis est un gars qui va littéralement surprendre des gars au sol qui pensent qu'ils ont peut-être l'avantage au sol sur eux. Chose que je pense que P.O. pense peut-être. Et puis j'ai hâte que PO l'essaye, j'ai juste hâte de voir ce combat-là. Ça va être malade debout, ça va être malade de voir qui va réussir à se battre à son range préféré. Puis ça va être malade de voir qui va dominer les échanges au sol. Puis je pense qu'on va voir du très beau striking, je pense qu'on va voir du très beau jiu-jitsu brésilien. Puis j'espère vraiment que ça va se rendre à la limite parce que comme je l'ai dit, win or lose, ces deux gars-là sont à surveiller, sont des excellents prospects. Puis ils ne perdront pas beaucoup de combats après le combat qu'ils vont potentiellement perdre, du moins un de ces deux-là. Vendredi soir dans la cage de TKO. Donc, je vais y aller avec Isaac Blais par décision. Ça va être compétitif d'une manière ou d'une autre. Je vois pas vraiment un gars arriver là et avoir une domination complète. C'est la chose que je ne vois pas dans ce combat-là, si vous voulez que je sois bien franc avec vous. Pour le reste, j'en ai aucune idée. Mais Isaac Blais par décision va être mon pick final, mais un combat très anticipé là, que je vais littéralement m'assurer de pas être en train de courir à quelque part, en train de faire mon vlog quand ça va se passer. Je vais m'assurer d'être assis à ma place puis de regarder ça là, de façon très proche et très précise parce que j'ai hâte. On passe au 9e combat de la soirée, c'est chez les dames, chez les 125 livres, et c'est un number one contender fight très important entre Jamie Lynn, Ort Wessels et Corinne Laframboise. Et puis j'aimerais tellement ça vous offrir une analyse de ce combat-là. Le problème, c'est que Jamie Lynn, Ort Wessels ne s'est que battue, sauf à part un combat amateur, elle ne s'est que battue pour BFL, autant amateur que pro. Et puis BFL
BFL, c'est Battlefield Fight League, c'est dans l'Ouest. C'est une très bonne promotion. Malheureusement, il n'y a pas de footage. Des fois, il y a un pay-per-view link pour l'event, puis c'est un streaming que tu peux avoir accès, mais c'est comme la seule manière vraiment de voir les BFL. Il n'y a donc aucun footage sur Jamie Lynn Hort Wessels sur les internets. Donc, je ne peux pas je peux pas vous donner une prédiction vraiment pour ce combat-là, parce que de mes yeux, je n'ai pas été en mesure de voir Jamie Lynn Hort Wessels en action du tout, même pas pour une seconde. J'ai même pas aucune idée de son style. Mais ce que j'ai par exemple pour vous, c'est un de mes amis, David Perron, qui est un francophone qui habite dans l'Ouest. Et puis, c'est le commentateur pour BFL. Il a assisté aux 2 combats pro de Jamie Lynn Hort Wessels. Et puis, selon lui, il s'attend à une victoire dominante de Jamie Lynn Hort Wessels dans ce combat-là. Et puis, pour vrai, ce que j'ai cru comprendre, ce que je crois sentir, c'est que Jamie Lynn Hort Wessels, dans l'Ouest canadien, est un peu vu comme la Jade Masson-Wong du Québec, de façon que les gens voient pas mal Jamie Lynn comme étant the next big woman, la prochaine grande combattante canadienne qui va sortir du Canada. Et puis, elle est très grande, très grosse pour la division. C'est quelqu'un qui, selon David Perron, selon son analyse de ce qu'il a vu des 2 combats d'elle, c'est une très bonne combattante debout qui préfère garder ses adversaires à distance et qui est très bonne, vraiment très bonne dans tous les aspects du jeu, mais aussi très intelligente dans la manière dont elle se bat. Quelqu'un qui ne va pas prendre de risques inutiles. On doit donc s'attendre probablement contre Corinne à un game plan où elle va être all the way in or all the way out, dans le sens qu'elle va soit être à distance, essayer de garder son range idéal et d'outstriker Corinne à ce niveau-là, ou elle va essayer d'être contre la cage dans le clinch. Là, elle va pouvoir probablement contrôler avec sa force physique et sa size, qui est quand même importante, je vous dirais, là, dans cette division-là, chez les 125 livres féminins. Donc, c'est ça le read de David Perron sur Jamie Lynn Hort Wessels. La chose que j'ai demandé, c'est comment elle allait réagir quand Corinne allait tout simplement pull guard et lui passer un triangle. Et puis, tu sais, entre vous et moi, vu qu'il faut que je fasse une prédiction, je vais prédire une victoire de Corinne naturellement dans ce combat-là, parce que moi c'est ça que j'ai envie, là. J'ai envie de pick Corinne parce que j'ai envie de voir le rematch avec Jade, bien que si Jamie Lynn Hort Wessels arrive là puis est super dominante puis semble être justement un énorme prospect, c'est sûr que ça va devenir automatiquement un match-up très attendu entre Jade et Jamie Lynn, parce que t'as pas besoin de 1000 combats pour te rendre dans l'UFC chez les dames. Là, on se le cachera pas, quand t'es comme 4-0, 5-0, tu commences à être drôlement sur le radar. La majorité des prospects qu'on va rentrer dans l'UFC du côté féminin sont ça, là, 5-0, 6-0, 6-1, 5-1, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que si Jamie Lynn s'avère être le prospect que les gens de l'Ouest semblent croire qu'elle est, puis aussi, il faut se le dire, Jamie Lynn Hort Wessels s'entraîne à descendre à Squamish. Son coach, c'est le frère de Cole Smith, et on a vu Cole Smith dans l'UFC de la façon dont il s'est battu. Oui, c'est presque mis dans le trouble au 3e round contre Mitch Gagnon, mais il était très intelligent dans la façon dont il a approché ce combat-là. Il savait très bien qu'il devait clincher beaucoup contre Mitch Gagnon, il devait essayer d'utiliser son frame et sa sur lui pour le wear down, pour aller gagner ce combat-là, même si c'était pas la façon la plus magnifique de gagner un combat en termes de divertissement. Ça reste que le gars était premier combat dans l'UFC, était seulement 6-0, puis a déjà démontré un calibre UFC aussitôt dans sa carrière. Donc, Jamie Lynn Hort Wessels, j'ai aucun doute qu'elle va être très bonne là, dans ce combat-là, selon ce qu'on m'a dit d'elle. Mais comme je vous ai dit, j'ai malheureusement pas de façon de vérifier ça de mes propres yeux. Donc, je peux pas vraiment vous apporter une prédiction qui est fair. Puis tant qu'à pas pouvoir être fair, ben je vais prédire une victoire de Corinne. Parce que, anyway, là, entre vous et moi, Corinne Laframboise, son striking est immensément amélioré. C'est une fille qui est capable d'échanger debout. On l'a vu avec Jade, elle n'a pas vraiment mis Jade dans le pétrin debout, mais elle n'a pas mal paru debout contre Jade non plus. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, elle a comme tendance d'être une underdog et de toujours nous surprendre d'une façon ou d'une autre, cette Corinne Laframboise-là. Donc, tant qu'à avoir le droit
pour une prédiction d'être un vendu, mais je vais être un vendu comme faut. Puis je vais prédire que pour Corinne va probablement pull guard au 3e round, puis passer un triangle comme elle a fait avec Morgane Ribou. Je pense que si Jamie Lynn North Wessels fait l'erreur d'aller au sol avec Corinne, ça va mal aller. Ça, c'est pas une prédiction de vendu, c'est une prédiction que je pense pour vrai. Corinne est autant qu'elle est reconnue pour son jiu-jitsu brésilien, je pense qu'elle est quand même sous-estimée à cet effet-là. La fille est vraiment une excellente grappler. Et puis, il faut pas se retrouver au sol contre elle. Morgane Ribou l'a vu, puis j'espère pour Jamie Lynn North Wessels que ses coachs vont l'avoir vu. Je dois me fier à ce qu'il l'a vu cependant. C'est un gym de centre qui est vraiment un des très bons gyms au Canada, qui offre toujours des adversaires prêts, de haut calibre, même s'ils n'ont pas encore des grosses fiches. Donc, c'est ça. Je peux pas vraiment faire de prédiction pour ce combat-là. Ça fait quand même 5 minutes et plus que j'en parle. Donc, ma prédiction de vendu, est parce que je m'oblige à avoir des prédictions sur chacun des combats, c'est Corinne Laframboise par soumission au 3e round après avoir pull guard. Mais, j'en ai aucune idée. Fiez-vous pas là-dessus. On passe maintenant au dernier combat de la carte principale, donc le premier combat de la carte principale. Et c'est un duel de rivalité entre Patnaud et New Era, Gatineau et Ottawa. C'est Cédric Bonbon-Mongeon qui affronte Alex O'Neill, qui sont deux des joyaux de leur gym, là, on se le cachera pas. Cédric Bonbon-Mongeon, malgré le fait que le gars a littéralement une famille, un emploi et tout, est dans le gym, s'entraîne, c'est même plus entraîné pour ce combat-là qu'il l'avait fait pour son combat d'avant contre Murat, c'est sûr. Là, il a littéralement pris le combat à 3,4 secondes périodique de préavis. Donc, pour ça, il y a un full camp. On va avoir le Cédric Bonbon-Mongeon en fight shape, bien qu'il semblait être assez en shape dans son dernier combat. Et puis, ça va être très intéressant de le voir contre Alex O'Neill parce que moi, j'utilise beaucoup du duel entre O'Neill et Pedno pour mon analyse dans ce combat-là. Et puis, oui, d'un côté, je dois vous l'avouer, ça me fait pencher probablement en faveur d'Alex O'Neill par décision parce que tabarnouche, c'est un middleweight, littéralement. Cédric Bonbon-Mongeon va affronter un middleweight dans la cage et Cédric Bonbon-Mongeon est un gars de 5 pieds 8 pouces avec une reach de 69 pouces et 80 pouces avec ses jambes. Il va être contre un gars beaucoup plus grand que lui, un 5 pieds 11 qui est très proche du 6 pieds entre vous et moi, entre Alex O'Neill, qui est très grand, qui est fait long, 72 pouces de reach, un reach advantage quand même très important ça, et 85 pouces au niveau des jambes aussi, pour Alex O'Neill qui est juste un de ces grinders que tu ne retrouves pas. C'est le gars, il veut réussir à closer la distance, à clincher contre la cage, à être pesant sur toi, à être lourd, à te faire porter son énorme frame de middleweight, et puis à te fatiguer, et puis oui, c'est possible d'avoir du succès contre lui, on a vu Nicolas Penneau avoir du succès contre lui, et puis Cédric Bonbon-Mongeon est encore plus weird que Nicolas Penneau. Et ce, autant debout qu'au sol, c'est quelqu'un qui a un style que tu ne verras pas souvent, qui est très bon, qui est juste bizarre dans la façon dont il se déplace, puis il approche ses angles d'attaque et de la façon dont il lène tout de façon très fluide, puis ça va faire de lui un combattant redoutable face à Alex O'Neill. Et puis même si, comme j'ai dit, je dois probablement pencher en faveur d'O'Neill juste par le fait que c'est un middleweight qui est littéralement passé expert à s'accrocher après ses adversaires puis à wear on them, puis il est capable, quand il les amène dans le clinch, de séparer puis de trouver sa distance idéale assez rapidement pour lander des gros coups puis se réattacher un peu la stratégie Cain Velasquez. Il y a aussi des bons takedowns et très pesants au sol. Et puis pour être bien franc avec vous, je sais même pas si j'allais pick Zachary Powell pour réussir à se défaire du gros control grappling d'Alex O'Neill. Et Zachary Powell est littéralement un des meilleurs grapplers chez les 155 livres et un des meilleurs prospects à ce poids-là. Puis je sais même pas, à cause de la différence de frame pure et simple, ce gars-là, je ne sais pas comment il fait humainement 155 livres. Je ne crois pas qu'il va être capable de faire ça toute sa carrière non plus. Maintenant, quand tu vieillis, se déshydrater comme ça, c'est absolument incroyable parce que le gars réussit à remonter jusqu'à 185-186 livres dans la cage. Quand je vous dis que Cédric Bonbon-Mongeon va affronter un middleweight, c'est pas une joke. Et oui, Cédric Bonbon-Mongeon est super weird au tas debout qu'au sol, peut sortir un lapin de son chapeau à tout moment, c'est la chose qu'il fait mieux. Mais tabarnouche, j'ai pas le choix d'y aller avec Alex O'Neill par décision dans ce combat-là parce que le jour où je vais pick contre Alex O'Neill, c'est quand je vais voir un gars de la shape de Cédric
Frédéric Bourbon-Mongeon réussir à dealer avec le fait qu'il se bat contre un middleweight qui veut s'accrocher après lui, puis être très lourd, puis être un gros grinder qui va... Oui, essayer d'y faire mal, mais qui va essayer d'y faire mal à short range avec des coups de genoux, puis juste en étant très lourd et très désagréable sur lui. Donc, j'ai pas le choix de favoriser ça. Alex O'Neil par décision aussi. Passons à la carte préliminaire maintenant, et le dernier combat sur cette carte préliminaire-là, c'est chez les 155 livres et ça oppose Bradley Sullivan, le combattant des Maritimes, face à Mathieu Charette qui fait un retour dans la cage. Il ne s'est pas battu depuis un bon moment. C'était chez Hybride face à Jérémy Caponi. Il avait perdu son premier combat en carrière, une décision excessivement serrée dans ce combat-là. Et puis, je pense que Bradley Sullivan est un très bon match-up pour Mathieu Charette. Parce que Bradley Sullivan est très grand et fait très long, un très long frame pour cette division-là. Il pourrait si bien s'en servir. Il est quand même un combattant qui fait de belles choses debout. Cependant, il est tellement agressif qu'il se punch out of range de façon continuelle et puis se retrouve toujours soit dans le clinch ou soit que son adversaire le shoot parce qu'il se compromet complètement sur un takedown et puis défend quand même bien les takedowns, je vous dirais, mais ça résulte dans des échanges dans le clinch très longs, des échanges prolongés où Bradley Sullivan est bon techniquement, mais a vraiment beaucoup de difficultés à s'imposer physiquement contre ses adversaires. Et on a vu contre Zachary Powell de la façon dont c'est fait juste physiquement dominer par Powell pour se faire soumettre en 30 quelques secondes. Et puis le fait d'être très agressif et d'être facile à dominer physiquement, c'est juste pas une belle combinaison de faiblesse à avoir face à un gars comme Mathieu Charette, qui est un gaucher, qui est un striker, je vous dirais, relativement patient, ne lance pas pour rien, n'est pas un gars qui va travailler pour ne pas obtenir de résultats, mais quand il lance, c'est des bombes. C'est quelqu'un qui est très très bon dans tous les phases. C'est un bon clinch fighter qui est justement plus petit, mais stocky et très 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 physique. Mathieu Charette est un combattant très 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 physique. Quand il est dans le clinch, quand il va chercher ses takedowns, c'est pas un gars qui va rouler tant que ça au sol. Il va essayer plutôt d'établir sa position puis de lander du bon ground and pound. Et puis oui, s'il y a une opportunité de passer, d'avancer, va le faire. C'est une opportunité de voir une soumission à quelque part, va la prendre, mais n'est pas un gars qui va se lancer dans une soumission comme ça sans vraiment avoir la position ni rien, et quitte à perdre sa position puis juste se retrouver comme dans des positions inférieures, comme c'est le cas avec beaucoup de gens au niveau professionnel, mais dans leur premier combat, il y a des gars qui sont encore vraiment trop agressifs pour leur bien positionnel. C'est exactement le cas avec Bradley Sullivan qui, en plus d'être trop agressif, de se retrouver dans des positions dont il ne veut pas se retrouver malgré lui, quand il est dans ces positions-là, il n'est pas capable de physiquement s'imposer pour s'en sortir, même si sa technique est belle. La chose qu'il va falloir faire attention pour Mathieu Charette, c'est au sol. Bradley Sullivan a une belle garde, Bradley Sullivan a des longues jambes, il va lancer plein de choses et il est un bon combattant de jiu-jitsu brésilien en général. C'est juste la physicalité qui va être différente dans ce combat-là pour Mathieu Charette et j'ai l'impression qu'il va être en mesure d'aller chercher une victoire au deuxième round, soit par TKO, ground and pound ou par soumission. J'irai avec une soumission ici, c'est quelqu'un qui frappe assez fort, qui donne envie de donner ton dos littéralement. Et puis Mathieu Charette, s'il prend ton dos, va te choquer. Je pense que je vais y aller avec une soumission au deuxième round ici pour Mathieu Charette. Prochain combat, c'est chez les 170 livres. Yann Jacolin et Guillaume Poulain vont tous deux tenter de récolter leur première victoire professionnelle après avoir raté leur début. Dans les deux cas, je pense que ça n'a absolument pas été comme ils le voulaient. Je pense que la défaite de Poulain face à Danny Mallette est assez fraîche dans nos mémoires. Ça a été un combat où on aurait probablement pu arrêter le combat un peu plus tôt. Guillaume Poulain a vraiment été trop tough pour son propre bien dans ce combat-là. Puis quand on a la chance de parler avec des partenaires d'entraînement de Guillaume Poulain, c'est un peu ça qu'on a de lui comme Reed. Le gars est excessivement tough et c'est un combattant très, très, très agressif. Quelqu'un qui ne veut pas perdre son temps dans un combat, veut aller de l'avant, mettre des mains sur son adversaire, quitte à se retrouver dans le clinch, parce que dans le clinch, il est probablement encore plus dangereux qu'à distance. A des gros coups de genoux, des uppercuts, mais surtout des gros coups de genoux qui peuvent avoir autant au corps qu'à la tête. Le gars est redoutable de là, puis il a absolument pas peur aussi de finir ça avec un gros power takedown, d'où il est tout autant sauvage au sol, puis c'est un gars qui, comme j'ai dit un peu plus tôt, il donne envie
de te donner son dos parce que tabarnouche, tu frappes tellement fort puis tellement violent avec toi au sol que ça te donne juste envie de te tourner puis d'essayer de te recroqueviller pour pas trop te faire varger dessus. Puis c'est ça qui arrive souvent avec Guillaume Poulain, sauf contre Danny Mallette parce qu'il a essayé de foncer dans un gars qui était à des années-lumière de lui là, au niveau du striking technique. Danny Mallette est un des strikers les plus techniques qu'on a. Et puis oui, des fois ça va donner des duels un peu plus tactiques contre un Sean Mead qui est très bon lui aussi debout puis qui peuvent échanger coup pour coup. Mais quand il se retrouve contre un gars qui peut outmatcher, qui va foncer dans lui directement, tête première dans ses counters, c'est ça qui arrive. Et puis oui, Guillaume Poulain, autant est un gars qui est ouvert au counter de par son agressivité. C'est un gars qui, selon moi, n'est pas un bon style match-up pour Yann Jacolin, qui est lui aussi un bon striker, mais un gars qui aime circle, un gars qui aime un peu plus prendre son temps. Puis si tu laisses le temps à Yann Jacolin de réfléchir à ses affaires, c'est un très bon combattant. Il a une très belle kicking game. C'est comme ça que quand tu lui laisses le temps de passer, il va commencer à kicker. Comme ça, il va te garder à sa distance optimale. Et puis quand il va décider d'y aller avec une attaque, va y aller avec une attaque. Cependant, la petite chose qui me fait dire que c'est pas un bon match-up, Guillaume Poulain, pour Yann Jacolin, c'est que je pense pas que Guillaume Poulain va juste laisser le temps à Yann Jacolin de settle dans sa kicking game. Et puis, on a vu même dans des combos où il y a settle dans sa kicking game, Yann Jacolin, c'est possible de le back-up si tu décides de juste rentrer dedans de plein fouet avec des combinaisons. Et puis, ça fait une de deux affaires, soit qu'il va reculer en ligne droite et il va être susceptible à se faire clincher, ou il va être susceptible à se faire takedown, chose qui est arrivée quand il a affronté Johan Lennes, un gars excessivement agressif qui cherche agressivement le takedown. Donc, j'ai l'impression que l'agressivité de Guillaume Poulain, bien que oui, Poulain va être ouvert à se faire counter sévèrement debout, ça va peut-être être trop pour Yann Jacolin, puis je pense que Guillaume Poulain va être capable probablement de mettre des mains sur lui, puis d'aller chercher le clinch où il est très bon, et puis d'essayer de lander des gros coups de genoux, de lander des coups des uppercuts qu'il fait très bien. Et puis il va falloir faire attention parce que Yann Jacolin a une bonne guillotine dans le clinch. Il va la chercher, il va l'essayer. Cependant, si tu réussis à la défendre, tu te retrouves sur le top de Yann Jacolin. Puis on a vu un bon positional grappler en Johan Lennes être capable de refaire Jacolin quand même sur le top. Bien que je sais pas si Poulain est nécessairement un bon positional grappler, plus qu'un gars qui va essayer de faire beaucoup de dommages debout puis de sauter sur les positions dans les scrambles. Mais je ne sais pas si tu forces Guillaume Poulain à être un gros positional grappler au sol. C'est quelque chose qui est vraiment capable de faire dû à son agressivité, qui va probablement être la chose qui va lui faire gagner la majorité des combats qu'il va gagner, mais aussi lui faire perdre la majorité des combats qu'il va perdre. Dans ce combat-là, j'ai Guillaume Poulain par TKO. J'ai dit au premier round, oui, au premier round, je pense que c'est un gars qui te laisse pas le temps de settle, puis plus il va laisser le temps à Yann Jacolin de settle dans sa game, plus Yann Jacolin va avoir du succès, il va avoir des chances de gagner ce combat-là. Donc je pense que si Guillaume Poulain veut gagner ça, ça doit se passer quand même assez tôt, puis je pense qu'il est capable de faire ça par TKO au premier round ici. Prochain combat toujours sur la carte préliminaire, c'est chez les 135 livres et ce sont les débuts professionnels de Serge Dankos qui affronte le français Alexandre Gomez, un combattant qui a 4 combats d'expérience pro déjà, donc c'est pas rien pour Serge qui va affronter un combattant qui est compétent là, devant lui, ni plus ni moins, un combattant cependant qui est super dépendant sur le takedown, combattant qui a réussi à gagner les combats qu'il a réussi à amener au sol, principalement par soumission, et qui a perdu par décision les combats, qu'il n'a pas été capable d'amener au sol, notamment contre un combattant de la MMA Factory, Andrew Mendes. Ça avait été un combat très difficile pour Alexandre Gomez, qui s'était retrouvé pas mal sur le reculon à essayer d'inciter son adversaire à se compromettre pour justement aller chercher le fameux takedown qu'il n'a pas été capable de vraiment aller chercher. Et je pense que son expérience va compter pour beaucoup dans ce combat-là. Serge Dankos n'est quand même qu'à son premier combat professionnel. Et oui, il y a de l'expérience chez les amateurs, mais pas beaucoup d'expérience chez les amateurs non plus. C'est un des combattants qui, oui, a de l'expérience élite chez les amateurs. A toujours affronté d'excellents combattants. Et je pense que c'est définitivement un combattant qui est prêt à faire le saut chez les professionnels, mais aussi un combattant qui, plus le combat pourrait avancer, plus pourrait trouver son premier 15 minutes un peu long vers la fin. Bien que je doute
doute absolument pas de la condition physique de Serge Dankos. Je dis juste qu'il arrive pas là avec l'expérience amateur de d'autres gars qui me fait croire que oui, il va être capable de facilement faire un 15 minutes pro. C'est un gars qui a eu tendance à finir ses combats très rapidement aussi, je vous dirais. Et principalement par soumission lui aussi. Donc, non seulement je crois que ça risque d'être difficile pour Gomez au sol contre Serge Dankos, qui est quand même quelqu'un qui a des bonnes positions, là, qui fait très bien ses choses et puis qui ne va pas se compromettre dans des soumissions inutiles, qui se bat quand même, je dirais pas comme un jeune vétéran, parce que le gars, il est tout jeune, là, c'est un des plus jeunes combattants qu'on a en termes d'expérience et en termes d'âge et en termes de potentiel. C'est absolument incroyable ce que Serge Dankos va pouvoir potentiellement accomplir s'il continue de se développer comme il le fait si jeune dans sa carrière, mais il faut dire que c'est quelqu'un qui fait ça depuis son adolescence aussi, qui a été formé par Patnaud, par Sifu Patrick Marcel. C'est un produit local dont je sais le gym est très très fier, et puis je pense que il va avoir la chance de montrer son combat debout. Chez les amateurs, ça a eu tendance à souvent se finir par soumission. Souvent, ses adversaires ont dit « Oh, big gars de Patnaud, son bon debout. On va essayer de l'engager dans le grappling dès le début du combat. » Puis là, boum, ils se sont juste rendus compte que Serge était aussi un très bon grappler. Ils se sont fait soumettre, puis ça a été la fin de la question. Je pense que Serge va pouvoir travailler son combat debout contre un adversaire qui, il va le savoir, là. Gomez va essayer de le takedown. Gomez va essayer de l'amener au sol. C'est principalement ça qu'il veut faire pour gagner ses combats. Donc je pense que Serge Dankos, oui, va avoir quelques tours dans son chapeau au sol contre Alexandre Gomez, mais aussi va avoir la chance de démontrer un combat debout qui est pas autant limité que celui de Gomez, qui semble vouloir commencer ses rounds très agressifs, mais c'est juste pour fermer la distance le plus rapidement possible, puis s'il réussit pas, ben se retrouve à être un gars qui est vraiment sur le reculon et qui essaye justement, comme je l'ai dit, de draw des grosses réactions de ses adversaires pour aller chercher des takedowns à partir de ces réactions-là. Serge a des bons partenaires d'entraînement. Ça fait quand même une dizaine d'années de vie qu'il fait ça, même s'il y a peu d'expérience en combat amateur en tant que tel. Puis on s'entend que Patnaud, ils ont des fight night inter-école puis tout. Fait que Serge Dankos, he's been there. On ne l'a juste pas vraiment vu avoir beaucoup d'opposition à date dans ses combats officiels amateurs. Donc voyons voir s'il va avoir un peu d'opposition. Je pense que peut-être, mais je vais avec Serge Dankos ici par soumission au deuxième round. Continuons avec un combat chez les 170 livres. C'est deux débuts professionnels dans ce cas-là. Ça oppose Curtis Richard, l'Ontarien, à Vincent Houle d'Évolution Gatineau, qui fait finalement ses débuts professionnels. Lui qui a eu une carrière amateur qui date à de très longues années. Écoutez, il a affronté Joe Meunier chez les amateurs. Donc ça fait très longtemps que Vincent Houle se bat amateur et dans les gyms et juste comme alentour de professionnels, autant à Évolution Gatineau que quand il passe à Montréal au H2O. Et puis il est gigantesque. J'ai aucune idée comment il va faire pour faire 170 livres. Le gars est absolument énorme, va être une force absolument incroyable à cette division-là si le gars a plusieurs combats, parce que tabarnouche, il est gigantesque, puis il est physique. Tout ce qu'il fait est excessivement physique. Le gars est gros, est fort, est méchant, et puis il veut closer la distance, te varloper à terre avec un throw, avec un takedown. Il y a plein de façons d'amener le combat au sol. C'est un excellent grappler, un des très bons, sinon le meilleur qu'on va avoir chez les 170 livres. C'est quelqu'un qui est très près du niveau black belt, selon moi, surtout à MMA, où, tu sais... T'as pas besoin d'avoir une game de jiu super variée, ou t'as pas besoin d'être un grand gars de berimbolo puis d'affaires de même, ou d'affaires bien spécifiques en gi pour atteindre ce niveau-là. Parce qu'en termes d'MMA, des grapplers comme Vincent Houle, ça va être très difficile à répliquer, parce que le gars, il est fort physiquement, il est très bon pour amener le combat au sol. Puis une fois au sol, non seulement il y a des soumissions redoutables, il passe la garde de façon absolument géniale, mais le gars veut te sacrer des coups de coude d'en face, et ça de façon répétitive. Et puis il est violent, il va essayer de rougher Curtis Richards physiquement, et puis ça va probablement marcher, parce que Curtis Richards, c'est un très bon combattant, là. Je vous dis pas le contraire. C'est un combattant qui... C'est surprenant un peu qu'il s'identifie comme étant un combattant de jiu-jitsu brésilien sur son profil TKO, quand le gars, ce qu'il fait principalement dans ses combats, c'est se battre debout en Muay Thai. C'est
principalement un combattant de Muay Thai qui, oui, n'a pas peur d'avancer et d'y aller en combinaison, mais est aussi quelqu'un que je vous dirais va répliquer aux attaques de ses adversaires avec une combinaison et un flurry, qui va backer son adversaire et qui souvent touche très bien en combinaison, est aussi bon dans le clinch. Je vous dirais que ça va probablement causer sa perte malheureusement contre Vincent Hall, parce que je pense que Curtis Richards est un gars qui ne fera pas mal principalement à quelqu'un comme Vincent Hall. C'est un bon Muay Thai point fighter s'il a light. C'est quelqu'un qui, contre des gars plus petits, après avoir landé beaucoup de volume, va probablement aller chercher ce qu'on appelle des attrition finish en anglais, là, quand le gars a tellement mangé de dommages. Comme Annie, il fait juste se faire finir, mais pas par un gros coup de poing, pas par quelque chose en début de combat qui bang l'ébranle, plus ça cause un finish. Chose qui est un peu plus propice d'arriver pour Vincent Hall, qui est un powerhouse le complet. Et puis je pense qu'il va juste réussir à drag Curtis Richards au sol parce qu'il va être juste plus gros et plus fort physiquement que lui, puis il va être capable de s'imposer physiquement. Puis je dis pas que ça va pas y prendre une minute ou deux pour mettre la main sur lui, mais au moment où il va mettre la main sur lui, il va l'amener au sol. Puis oui, Curtis Richards est un très bon combattant de jiu-jitsu brésilien. Je dis pas le contraire. Il a démontré des belles choses dans ses combats amateurs à cet effet-là. Mais quand t'as Vincent Hall par-dessus toi qui te sac des coups de coude dans la face, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de bouger rapidement puis de trouver une solution ou de te faire arrêter par l'arbitre. Donc j'ai Vincent Hall par TKO au premier round dans ce combat-là. Premier combat de la carte préliminaire maintenant, c'est le dernier combat des préliminaires duquel je vais parler. Il en reste deux autres qui sont sur les préliminaires Facebook. Ça va être sur Facebook uniquement. Peut-être à la TV, ça va peut-être être annoncé, on le sait pas encore, mais sur Facebook assurément. Donc si ça continue comme c'est là, le premier combat à la télévision, télévisé sur UFC Fight Pass et Fight Network, sera chez les 155 livres et opposera Macia Fonda à Nicolas Penno dans un combat assez fascinant parce que Nicolas Penno, ce qui a fait qu'il a perdu son combat contre Alex O'Neil, c'est le fait qu'il s'est fait grinder dans la cage et qu'il s'est fait out-wrestle dans ce combat-là par quelqu'un qui pesait 186 livres dans la cage. On a eu la chance d'en parler plus tôt de ce certain Alex O'Neil. Là, il affronte le même genre de combattant, mais format complètement différent. Le gars mesure environ 5 et 6. Puis oui, il a eu de la misère à faire 155 livres, mais c'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui devrait être en mesure de se battre plus bas que 155 livres dans sa carrière. Ça pourrait être un 145, même pas un gros 145. Même, je vous dis, le gars a à peu près la grandeur d'un TJ Laramie, que tout le monde dit qu'il est trop petit pour 145 livres. Donc peut-être même un 135 livres en termes de grandeur du moins. C'est quand même quelqu'un qui est puissant, Matia Fonda, pour sa petite taille. Et puis je pense que ça l'aide à être un bon lutteur, le fait qu'il n'y a pas à faire de très gros level change pour déjà être dans les jambes de ses adversaires. Et puis c'est ça qui est très intéressant dans ce combat-là, c'est de voir comment le fait que Nicolas Penno affronte un autre style match-up qui devrait en théorie être problématique pour lui, comment il va réussir à dealer avec ça, parce que selon moi il a très très bien dealé avec Alex O'Neil, même dans la défaite, même après s'être fait couper. C'est lui qui a connu le meilleur troisième round dans ce combat-là, puis la meilleure fin de deuxième round, jusqu'à un point où on pouvait se demander est-ce qu'on ne pouvait pas donner le deuxième round à Nicolas Penno dans ce combat-là, puis même dans le premier round, ça a été très serré. Je pense que le fait qu'il ait été coupé puis il a saigné sur tout le monde, incluant moi qui était à cage side avec Ken Wong, on s'est fait saigner partout dessus ce combat-là par Nicolas Penno, mais ça c'est bien correct, c'était drôle. Et puis je pense que justement c'est cette coupure-là, le fait qu'il y avait beaucoup de sang, qu'O'Neil a quand même passé beaucoup de temps à juste l'accoter dans la cage, ça fait que le combat, on se rappelle qu'il a peut-être été un peu moins serré qu'il l'était. Malheureusement, c'est pas un combat qu'on a le footage, c'est le fameux TKO Fight Night qui est pas available. Donc moi j'étais là, je l'ai vu, je m'en rappelle très bien, mais je m'en rappelle peut-être pas très bien en petits détails. Je le sais juste que Nicolas Penno avait très bien fait dans ce combat-là. Et puis ça me laisse à croire que ça va être lui le plus gros combattant là, dans ce combat-là, et de loin, autant en size qu'en épaisseur qu'en grandeur. Puis je m'attends à ce que peut-être Matia Fonda lui donne des problèmes en début de combat, mais Matia Fonda est très 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 agressif. On le voit aussi que il utilise beaucoup d'énergie dans tout ce qu'il fait. Le gars, il chew son mouthpiece, il mâche son mouthpiece. Ça fait 2 combats qu'il se bat pro, puis ça fait 2 combats qu'il fait ça. C'est quelqu'un qui, on l'a pas vraiment vu passer le premier round, mais n'économise absolument pas son énergie là, dans le premier round. Puis ça a été efficace contre Joey Patry parce que il a réussi à faire manquer de gaz à Joey Patry assez tôt, puis Joey Patry avait vraiment pas eu une bonne coupe de poids pour ce combat-là. Donc
il a réussi à y faire manquer de gaz puis à en profiter pour gagner ce combat-là. Cependant, je sais pas comment ça va marcher contre un gars qui va être plus gros que lui, qui est aussi un lutteur compétent, on se le cachera pas. Si Nicolas Penneau n'était pas un lutteur compétent, il aurait pas réussi à rendre ça autant compétitif contre quelqu'un qui est aussi gros et aussi dominant de façon positionnelle qu'un Alex O'Neil. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le format miniature du combat contre Alex O'Neil, puis c'est un format miniature qu'on dirait que je suis plus confiant de voir Nicolas Penneau se sauver avec, donc j'avais Nicolas Penneau par TKO au deuxième round dans ce combat-là. Je pense que on n'en a pas encore la preuve, mais de la façon dont Mathia Fonda se bat, je pense pas que c'est un gars qui a un gas tank absolument génial. Donc je pense que vers la fin du deuxième round, Nicolas Penneau va avoir eu le temps de take over dans ce combat-là, puis de l'ender assez de dommages pour juste mettre un terme à ce combat-là et remporter la victoire par TKO au deuxième round. On se déplace maintenant sur Facebook. Il va y avoir 2 combats sur Facebook à partir de 17h30 et le dernier d'entre eux, le deuxième, c'est Terry Lemaire qui est de retour chez les 135 livres pour y affronter Mark Gingran dans un combat que bien sérieusement j'ai eu beaucoup plus de difficultés à prédire que je croyais que j'allais en avoir parce que Mark Gingran est vraiment un excellent prospect qui va arriver d'un très très bon gym et quelqu'un qui non n'a peut-être pas encore vraiment le niveau de stand-up qu'on voudrait avoir. Le gars, je l'ai vu dans ses combats se faire dropper par un head kick flush en comme 10 secondes environ, mais c'est tout un lutteur. C'est vraiment tout un lutteur. C'est quelqu'un qui est très bon pour closer la distance le plus rapidement possible et juste amener ça dans le clinch, travailler très fort, puis un peu à l'image de son partenaire d'entraînement Ergis Sigeta qu'on a vu faire des dommages chez les 170 livres et puis il vient de Grand MMA, il se bat justement avec Ergis Sigeta, avec des Julius Tremoliti, des Todd Stout à tous les jours et puis c'est un gym qui est vraiment excellent, qui a vraiment un très haut niveau et puis pour être bien franc avec vous, je me demande si la lutte de Mark Gingran c'est pas ce qui va causer beaucoup de problèmes à Terry Lemaire dans ce combat-là, parce que Terry Lemaire est un combattant de Muay Thai principalement qui, si tout va comme Terry le veut, va garder le combat debout. Et oui, des fois, se fait toucher avec de gros counters parce que le gars reste très actif et essaie de toujours toucher la cible et toujours être en mouvement et toujours être en train de faire quelque chose, être en train de travailler dans ses combats. On voit rarement Terry Lemaire avoir des grandes pauses d'inactivité dans des combats. Et puis des fois, ça le laisse un peu ouvert au counter, ça le laisse un peu ouvert aussi à closer la distance puis aller dans le clinch où on l'a vu se faire takedown dans son combat, on l'a vu se faire takedown par Alex Morgan, on l'a vu se faire takedown à quelques reprises. Donc, un gars qui est un très bon lutteur comme Mark Gingran, ça peut vraiment venir causer des problèmes à Lemaire ici, mais autant que ça risque de causer des problèmes à Terry, Terry va causer des problèmes à Mark Gingran d'une manière ou d'une autre parce que c'est un combattant très expérimenté qui n'a pas l'habitude de se faire sortir de là. C'est quelqu'un qui va être là pour le 15 minutes, qui a une très bonne guillotine. Gingran va shooter beaucoup de takedowns dans ce combat-là. Ça va être très dangereux de juste se faire prendre au coup par Terry Lemaire puis se faire finir dans ce qui est pas mal sa spécialité, je vous dirais, en MMA. C'est quelque chose qui fait très bien. Bien que c'est un très bon combattant de Muay Thai, il est bon pour justement anticiper le takedown ou provoquer un takedown un peu botché puis aller finir la guillotine là-dessus. Cependant, Gingran est lui-même, je vous dirais, probablement un meilleur submission fighter que ground and pounder au sol. C'est quelqu'un qui, oui, utilise le ground and pound, mais quand il est dans ses positions, quand il se sent confortable et bien établi dans une position, va plutôt, je vous dirais, essayer d'aller chercher une soumission. Il veut passer la garde puis abuse du North-South Choke. Le finit, je vous dirais, dans quelques reprises dans ses combats. Et puis c'est un arme qui est très dangereuse pour lui. Donc j'ai l'impression que ça va être dangereux pour Gingran pendant 15 minutes, puis ça va être un combat compétitif parce qu'il va absolument ne pas avoir l'avantage debout. Le Terry Lemaire, si ça se passe debout, va sévèrement amocher Mark Gingran, puis ça me surprendrait même pas que si Terry sort très agressif, réussisse à l'amocher dès les premiers instants du combat, bien sûr réussisse à finir le combat. Mais Gingran est un très bon lutteur, puis j'ai comme l'impression que c'est le genre de style de lutteur travaillant à la Ergis Sigeta qui va être fatigant, puis qui va être lourd sur Terry, puis qui va aller chercher des points. Je le sais pas cependant si ça va être assez
pour battre Terry Lemaire. Des fois, c'est le genre de combat, on dirait que j'imagine comme étant un combat où Gingrin va avoir beaucoup de contrôle, beaucoup de tas de contrôle au sol. Mais quand Terry Lemaire va avoir la chance, va être actif dans sa garde, va essayer de se relever, va essayer d'attaquer des soumissions. Puis quand ça va se passer debout, là où le combat va nécessairement commencer, je pense que Terry va faire beaucoup de dommages. Cependant, je pense qu'au Québec, pour être bien franc avec vous, les jeux sont peut-être encore un peu plus axés sur le grappling, sur le gars qui réussit à contrôler le combat le plus, vis-à-vis peut-être le gars qui se fait contrôler un peu plus, mais qui touche avec plus de dommages. Donc pour cette raison-là, je vais y aller avec Mark Gingrin, mais probablement par décision partagée, là, de quoi qu'on sera peut-être même pas vraiment d'accord avec, parce que d'après moi, Terry Lemaire va faire du dommage dans ce combat-là, va être le combattant le plus actif, même quand ça va aller au sol, va rester actif, même s'il se retrouve en dessous. Donc je pense que c'est un combat que quand on va l'avoir fini, on va dire ouais, je pense que Terry le mérite, mais j'ai l'impression que les juges vont peut-être y aller avec l'avantage de grappling dans ce combat-là, puis le fait que Gingrin va probablement avoir passé assez de temps dans des positions assez dominantes, autant dans le clinch contre la cage qu'au sol directement par-dessus Terry Lemaire. Donc j'ai Mark Gingrin par décision ici dans quelque chose qui pourrait être pas la plus belle décision qu'on a vue, disons-le ici. On y est maintenant, premier combat de la carte et c'est chez les 155 livres Sean Thomas, aussi connu sous le nom d'Andrew Thomas, je pense qu'il s'appelle genre Andrew Sean Thomas ou quelque chose comme ça, mais ça peut porter à confusion quand vous le cherchez sur le Tapology et ces choses-là. Affronte Cole Crossway, prospect d'Ottawa de New Era, qui est quelqu'un qui m'excite assez pour être bien franc avec vous. Ben Thomas aussi, Thomas a l'air d'un madman, là, tout simplement. Dans les combats amateurs que j'ai vus, ça a duré très peu longtemps, c'est quelqu'un qui arrive puis qui lance des énorme main droite qui va essayer de s'accrocher à son adversaire, puis de là le gars il le souplexe là, carrément. Le gars c'est ça, c'est takedown, c'est des souplexes, essaie de lancer son adversaire le plus fort possible, step direct en monte puis il frappe jusqu'à temps que son adversaire abandonne. C'est comme ça qu'on l'a vu finir la majorité de ses combats amateurs, puis c'est principalement ça le footage qu'il y a sur lui. Je ne sais pas comment ça va marcher ce style là contre quelqu'un qui va être vraiment plus gros que lui et puis qui a l'air très fort physiquement et aussi un peu plus patient et réfléchi. Quelqu'un qui, Cole Crossway, on l'a vu exploser dans des bursts pour finir des gars, mais c'est un combattant qui est plus patient, qui va, s'il est debout, va attendre d'avoir, mettons, un bon counter ou un bon read de son adversaire pour lancer son gros coup puis y aller pour son attaque finale, dans le fond. Même chose au sol, on l'a vu, se retrouver sur son dos une fois de temps en temps dans des combats et reste très prudent, là, ça rend juste de pas manger du dommage, pas manger trop ground and pound, puis va essayer de setuper des soumissions de son dos. C'est un grappler très habile, ce Cole Crossway là, puis je pense que c'est ça qui va arriver, soit qu'il va être patient, va réussir à éviter les attaques un peu de Sean Thomas comme un toréador, et puis va le laisser réussir à l'amener dans ses strikes, puis réussir à créer son offensive de là, ou Sean Thomas va juste réussir immédiatement à couper la distance, probablement essayer de le prendre et de le lancer, puis ça va le mettre directement Cole Crossway dans ses échanges de grappling qu'il aime, où le gars il est patient, mais quand il voit l'opportunité de prendre sa position pour de finir le combat, il le fait immédiatement. Ça peut le faire avec ses soumissions, il peut le faire aussi avec ses points. J'ai donc Cole Crossway dans ce combat-là. Ça va être par TKO au premier round avec du gros ground and pound. Je pense que c'est ça qui va arriver. Et ça conclut mes analyses et prédictions complètes pour le TKO 48 de Gatineau Souza contre Gane. Ça a lieu ce vendredi 24 mai. C'est diffusé sur Fight Network ainsi que sur UFC Fight Pass. C'est une carte très attendue. Puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like, partagez avec vos amis. Faites-moi part de vos prédictions dans les commentaires aussi. C'est ce que j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous pensez des différents combats? Vous pensez qui va être couronné champion dans les différents combats de championnat? Aussi savoir qui va gagner le combat pour la suprématie bantamweight au Canada, Josh Hill, Jesse Arnett et toutes vos autres prédictions. On me laisse ça dans les commentaires. Finalement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à MMA Talk sur YouTube, à The MMA Talk, THE MMA Talk sur Instagram, ainsi que DTHE _MMA Talk sur Twitter. Et puis on se voit une prochaine fois.